Un simple logo, 2 éclairs encerclés. C'est tout. Mais derrière se cache un homme qui a changé la mode de tout un pays et façonné ses plus grands créateurs. D'un côté les rues de New York à l'origine du streetwear, et de l'autre Tokyo cultivant ses traditions. Entre les deux subsistait un vide, jusqu'à ce que cet homme décide de le combler en y construisant un pont. La composition d'un tel édifice peut se résumer simplement à 4 piliers soutenant un tablier pour permettre la traversée. Aujourd'hui, je vais vous parler du pont le plus important de l'histoire de la mode, bâti par celui que l'on appelle maintenant le parrain du streetwear, Hiroshi Fujiwara. Mais pour comprendre comment il a révolutionné la mode, il faut comprendre ce qu'il a vécu. Car avant d'être un créateur, Hiroshi était un passeur. Tokyo, 1981. Pendant que l'Europe découvre timidement le hip-hop, un jeune japonais de 18 ans, fraîchement arrivé dans la capitale nippone, fait ses valises pour Londres. Il ne le sait pas encore, mais il vient de commencer la mission la plus importante de sa vie. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune Tokyoïte à partir si loin de chez lui ? Pour ça, il faut remonter quelques années en arrière. Hiroshi Fujiwara naît en 1964 et grandit à Ise dans la préfecture de Mie, au Japon, ville d'origine du shintoïsme abritant le Ise-jingu, sanctuaire dédié à la déesse du soleil Amaterasu. Malgré cette importance religieuse, Ise n'en reste pas moins une ville calme. Trop calme pour Hiroshi qui se passionne depuis quelques années pour le mouvement punk et la culture rock. Un intérêt qui va donc le pousser à ses 18 ans à s'installer dans la capitale afin d'être au plus proche de ces cultures. Il découvre ainsi la scène punk rock japonaise à force de traîner du côté du quartier très animé d'Harajuku. Il y apprendra dans le même temps à utiliser des platines, ce qui l'amènera parfois à mixer dans quelques clubs. Son exploration de ces styles de musique, et plus spécifiquement le punk, amènera Hiroshi à faire la rencontre d'un homme, pas moins que le manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren. Le courant passa bien entre les deux, et c'est pour cette raison que peu de temps après, Hiroshi se décida à faire ses bagages afin de rendre visite à Malcolm et sa femme Vivienne Westwood, la créatrice de mode, dans leur boutique World's End, située au 430 Kings Road à Londres. Sans grandes ressources financières, il partagera un appartement avec un petit groupe de connaissances d'une de ses amies, Hitomi Okawa, fondatrice du label Milk, une marque girly à l'aspect punk à la base du fameux mouvement Lolita au Japon. Petit groupe composé du réalisateur John Maybury, les designers David Ola et Stephen Jones, ainsi que le célèbre chanteur Boy George. Ils étaient tous assez jeunes, le groupe Culture Club venait de naître. Beaucoup de gens partageaient un appartement avec plusieurs pièces, j'étais donc inclus dans cette communauté, explique Fujiwara. Véritable pèlerinage au sein du berceau de la culture punk, ce voyage de 2 mois permettra à Hiroshi de se plonger au plus profond de cet état d'esprit et du style vestimentaire qui va avec. Mais c'est au cours d'une soirée avec Westwood et McLaren que ce dernier lui donnera un conseil qui changera sa vie à jamais. Londres est ennuyeuse en ce moment. Tu devrais aller à New York. Voilà la phrase qui changera à jamais la vie d'Hiroshi Fujiwara. Mais pour l'instant, il ne le sait pas encore. McLaren appela un de ses amis de la grosse pomme qui travaillait dans la musique, un style bien particulier de musique. Véritable électron libre, Hiroshi s'envola peu de temps après pour New York. À peine ses valises posées que notre jeune japonais sillonna les clubs de la ville à la découverte de cette musique. Que dis-je, ce mouvement culturel si particulier, commençant à faire parler de lui un peu partout, le hip-hop. The Roxy, Cool Lady Blue ou encore Afrika Bambaataa ne sont que quelques noms parmi ceux qui passaient dans les boîtes de nuit new-yorkaises de l'époque, chatouillant les oreilles d'Hiroshi. Mais son ouïe ne fut pas son seul sens en éveil lors de ces soirées. Sneakers, jogging, hoodie, etc., un véritable uniforme du hip-hop se dressait devant lui. Et là, c'est l'illumination. Pour la première fois, il voit la musique et la mode fusionner. Les vêtements ne sont plus juste des vêtements, ils sont devenus un langage. Mais vient ensuite un problème. Comment traduire ce langage au Japon ? Une fois rentré au pays, Hiroshi ouvrit ses valises et commença à chercher la meilleure manière de traduire cet esprit hip-hop pour le peuple japonais. Parmi ses trésors ramenés du continent américain, il y trouva des vêtements punk, hip-hop, des magazines underground, mais surtout des vinyles. Quelle meilleure façon de faire passer un message et une émotion que la musique ?
Il utilisera donc son talent de DJ afin de mixer dans des clubs Tokyo Heat en introduisant dans ses sets, pour la première fois de l'histoire du DJing japonais, des disques de sa propre collection, à la manière de ses homologues new-yorkais. Auparavant, les DJ japonais devaient impérativement jouer les morceaux que le club avait en stock. Une originalité qui le fera doucement connaître et amènera petit à petit le hip-hop sur le devant de la scène japonaise. La première pierre de son pont est enfin posée. En ramenant cette musique dans son pays natal, il est devenu un véritable contrebandier culturel. Quelques années plus tard, parmi sa marchandise, les vêtements d'un jeune créateur américain rencontré grâce à des connaissances de la culture surf, Sean Stussy, fondateur de la marque éponyme. On a traîné ensemble un soir et il m'a dit « Ok Hiroshi, je t'envoie une boîte ». Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Mais 2 semaines plus tard, une énorme boîte remplie de vêtements Stussy est arrivée. J'étais vraiment heureux et surpris, alors j'ai commencé à porter ses produits, explique Fujiwara en 2010 lors d'un entretien accordé à Interview Magazine. Devenu ainsi l'ambassadeur de la marque au Japon, Hiroshi recevra des colis de produits qu'il portait et distribuait à ses potes. Vous venez d'assister à la naissance de l'International Stussy Tribe, un mouvement composé de passionnés qui partageaient la culture streetwear à travers plusieurs pays en portant les vêtements que Stussy leur envoyait. Pour Hiroshi Fujiwara, une seule mission dorénavant, faire découvrir cette culture et son style vestimentaire au peuple japonais. Mais très vite, il réalise que ce n'est pas assez. Il ne peut pas juste faire écouter du hip-hop et porter des vêtements. Pour rappel, il ne veut pas juste importer ce mouvement, il veut le traduire. Et traduire une culture est la plus difficile des missions. Cependant, Hiroshi Fujiwara va faire quelque chose de révolutionnaire. 1985. Fujiwara a introduit le hip-hop dans la culture japonaise depuis quelques années déjà. Mais ce ne sont que des groupes ou des artistes américains. Aucun japonais ne s'était encore lancé dans ce style de musique. Enfin, pas encore. Hiroshi prit donc les devants pour poser de nouvelles pierres à son pont, en s'associant avec son ami, DJ lui aussi, Kan Takagi, pour créer le premier groupe de hip-hop japonais de l'histoire. À Londres, Hiroshi passait beaucoup de temps au World's End de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren. Ce dernier avait d'ailleurs pris l'habitude de le surnommer Tiny Punks. Enlevons les dernières lettres pour un X et remplaçons la lettre U par le A de l'anarchisme pour donner Tiny Punks. Leur premier album, Kensetsu-teki, était un mélange audacieux de paroles anglaises et japonaises inspirées de la culture punk. Un pont sonore entre deux mondes qui semblait révolutionnaire pour l'époque. Ils seront repérés par nul autre que les Beastie Boys, qui leur donneront la chance de se produire sur scène lors de leur première tournée japonaise. 1988, 3 ans déjà depuis leur début, et le succès de Tiny Punks ne fait que grandir, inspirant de nouveaux artistes à se lancer dans le hip-hop. Cela dit, ce n'était pas encore assez pour Hiroshi. Il voulait mettre en lumière ces jeunes artistes, que le public apprenne à les connaître et que la culture hip-hop continue de se répandre au Japon, sans être autant lié à son groupe. Pour ce faire, il lance Major Force en s'associant avec Toshio Nakanishi et Kudo, un label indépendant devenu rapidement un phare pour le hip-hop japonais. La première sortie du label ne sera nulle autre que l'Astorgie de Tiny Punks. Retenez bien ce nom pour la suite. Major Force est officiellement un simple label musical. Officieusement, c'est un véritable laboratoire culturel. Fujiwara y teste ses traductions de l'esprit streetwear américain. Une de ses premières expériences fut la création d'une collection de merch imaginée par Shinzeku Takizawa, qui fondera plus tard Neighborhood, en s'inspirant de ce qui se faisait déjà aux États-Unis. Regardez ces vêtements, c'est du streetwear, mais pas comme vous le connaissez. Plus propre, plus précis, plus japonais. Le premier pilier du pont vient d'être achevé. Devenu un véritable pionnier de la mode d'Harajuku et spécialiste du streetwear américain, Hiroshi se verra confier une chronique dans le magazine japonais Takarajima, l'Astorgie. Je vous avais dit de retenir ce nom. Toujours aux côtés de son ami Kan Takagi, il y écrira des guides sur les tendances de la culture urbaine et les dernières nouveautés en matière de vêtements streetwear, matériel de DJ ou encore planches de skate, un milieu qu'il passionne depuis peu. En bref, il aborde dans ses pages toutes ses passions en distillant au passage ses expériences à New York, Londres, Paris et Los Angeles.
Une rubrique tellement populaire qu'elle obtiendra même sa propre émission télé. Dont un certain Tomoaki Nagao, que vous connaissez peut-être sous un autre nom, ne manquait pas d'enregistrer chaque épisode. Une telle passion qui l'amènera à entrer dans l'équipe de l'Astorgie, accompagné d'un autre jeune japonais, Jun Takahashi. La rubrique L'Astorgie, papier ou télévisé, introduisait, disséquait et réimaginait les sous-cultures occidentales pour le peuple japonais. Une excellente manière de relier la culture mondiale à celle des rues nippones. À travers ces mots, Fujiwara n'a pas seulement rendu compte d'un mouvement, il en a cultivé un, donnant aux lecteurs les outils et l'inspiration nécessaires pour démarrer leur propre révolution culturelle. Le deuxième pilier de son pont vient de s'élever vers le ciel. Fort de son expérience et après des années à donner des conseils au peuple japonais dans les pages du magazine Takarajima et à la télévision, Fujiwara eut l'idée de s'associer en 1990 avec un de ses amis graphistes, connu sous le nom de Skatesing, pour lancer sa propre marque, Good Enough. Mélangeant le streetwear étranger avec l'esthétique soignée japonaise, cette marque s'inspire de son passage chez Stussy, mais aussi de la marque londonienne Anarchic Adjustment. Good Enough est arrivé à un point de basculement culturel. Le quartier d'Harajuku à Tokyo regorgeait de créativité et les jeunes recherchaient quelque chose qui reflétait leurs influences mondiales, tout en restant local. Fujiwara l'a compris instinctivement. Les premières collections de Good Enough ont capturé l'esprit du moment, empruntant des caractéristiques au hip-hop, au skateboard et au punk. Ces designs allant de graphismes audacieux qui s'inspiraient de la culture pop à des designs minimalistes qui mettaient en valeur les tenues du quotidien. Fujiwara a délibérément évité d'attacher son nom à la marque, permettant aux vêtements de se suffire à eux-mêmes. À une époque où l'image de marque des célébrités commençait à dominer, cet anonymat semblait radical. Sans le visage de Fujiwara sous les projecteurs, Good Enough est devenu une énigme, et son exclusivité n'a fait qu'alimenter son attrait. Pionnière des produits volontairement limités afin de créer un maximum de hype, inspirant plus tard Supreme et bien d'autres marques pour leur propre collection, chamboulant à jamais notre façon de consommer. De ses débuts à sa fermeture en 1998, Good Enough a consolidé la mode streetwear japonaise en lui donnant une vraie originalité et surtout une reconnaissance sur la scène internationale. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Fujiwara ne s'est pas simplement entouré de passionnés tout au long de son parcours, il a construit une vraie famille, et il est temps pour le père de transmettre. En 1993, à côté de son projet Good Enough, il lance Nowhere, un magasin retail avec Tomoaki Nagao, surnommé Nigo depuis quelque temps, signifiant numéro 2, car Fujiwara sera toujours le numéro 1. Et Jun Takahashi, qu'Hiroshi avait déjà aidé à lancer sa propre marque de vêtements Undercover quelques années plus tôt. L'année suivante, il fondera aussi avec ce dernier Anarchy Forever, Forever Anarchy, véritable lettre d'amour au punk des années 70 qui les passionne tous deux. Un projet profondément personnel façonné par l'admiration commune du duo pour Vivienne Westwood et Malcolm McLaren. Reprenant les tissus délavés ou encore les messages subversifs du style punk en y incorporant une touche contemporaine et la précision du design japonais. Nommé d'après une référence à Nowhere Man des Beatles, reflétant son envie d'en faire un lieu dédié aux innovateurs et aux rêveurs, ce magasin Nowhere permettra l'essor d'Undercover, mais aussi de la nouvelle marque de vêtements que Nigo venait de lancer avec l'aide d'Hiroshi, A Bathing Ape. Bape. Les conseils de Fujiwara auprès de ces deux créateurs leur permettront de mieux comprendre les bases du streetwear et de développer leur voix unique en créant un véritable sentiment de communauté avec la jeunesse d'Harajuku. Nowhere est rapidement devenu un phare pour le mouvement Urahara, une sous-culture redéfinissant la mode en mélangeant des influences punk, hip-hop et skate. L'objectif de Nowhere était de montrer la réputation du quartier d'Harajuku comme épicentre de la culture de rue mondiale. Et je pense, sans trop me tromper, que cet objectif a été atteint. Dès la fin des années 90, Hiroshi Fujiwara avait réalisé ce dont la plupart ne pouvaient que rêver. De la révolution de la scène musicale japonaise avec Tiny Punks, à celle du streetwear avec Good Enough et Nowhere, il a passé plus d'une décennie à façonner le paysage culturel du pays, aidant même d'autres créateurs à se lancer. Mais sa contribution la plus marquante était encore à venir, une idée qui lui permettra d'achever son pont culturel, dont le troisième et avant-dernier pilier venait d'être terminé. L'aboutissement de ses expériences, de ses collaborations et de sa philosophie donnera naissance à un symbole qui incarnera son éthique créative.
Mais avant de parler de ça, il faut revenir à la source. Une source peu connue de l'histoire d'Hiroshi Fujiwara. En effet, n'est pas le premier projet de Fujiwara à arborer l'emblématique logo électrique. Avant ça, il y avait Electric Cottage, fondé en 1994. Anecdote, ce nom a été donné par Shaun Stussy lui-même. Electric Cottage a joué un rôle assez important à l'ère Urahara, en collaborant avec des marques telles que Stussy, Neighborhood ou encore certains projets lancés par Hiroshi comme Good Enough. Elle reste une marque importante mais dont il est très difficile de trouver des informations. Mis à part quelques archives dues à des quantités ultra limitées, on sait seulement que le projet a été abandonné en même temps que la fermeture de Ready Made, un magasin dans le même esprit que Good Enough ou encore Nowhere, dans lequel Hiroshi vendait des vêtements Electric Cottage et d'autres pièces expérimentales. 2003. Nous voilà enfin arrivés à la fondation du label qui prendra donc la place et le logo d'Electric Cottage, composé de 2 éclairs encerclés. Un label imaginé avec l'idée de bousculer les codes du streetwear, sans jamais créer de produit. Fragment Design. Un nom mystique, mais qui vous semblera logique à la fin de cette vidéo. Selon Hiroshi lui-même, Fragment n'est pas une marque, mais bien une entreprise de design. Comme je le disais, elle ne développe aucun produit d'elle-même, mais collabore finalement avec d'autres marques pour y apposer son logo et surtout sa vision du design. Je sais, ça peut vous paraître étrange, voire ridicule, mais j'étais comme vous à l'époque avant de m'intéresser à cet homme. Je me demandais comment un simple logo pouvait faire bouger à ce point les foules. Un logo mémorable, mais qui retranscrit pourtant parfaitement la simplicité du design japonais et la philosophie de Fujiwara. Fragment ne crie pas, il murmure, et le monde entier tend l'oreille. Pourquoi ? Parce que Fujiwara a trouvé la formule parfaite. La mode streetwear combinée à l'esthétique japonaise pour créer quelque chose de nouveau. Il prend une pièce, lui enlève le superflu pour garder toute son essence et proposer un produit simple, mais très efficace. Avec Fragment, Fujiwara ne design pas des produits, mais appose son sceau sur ceux des autres pour créer des collaborations magistrales en retravaillant des silhouettes connues pour leur donner un aspect unique. Un détail peut tout changer et ce simple logo a le pouvoir de créer un engouement planétaire. Fujiwara suit, sans forcément le vouloir, la fameuse règle des 3% de Virgil Abloh. Il suffit de modifier de seulement 3% une œuvre ou un produit pour créer quelque chose de nouveau. Le logo électrique est partout dans ses collaborations, car selon Hiroshi, il perturbe le design de base, prévisible, en ajoutant un élément inattendu. Comme sur cette Jordan 1, tout le monde sait à quoi ressemble cette paire, mais si on vient y ajouter ce petit logo, on obtient un produit avec un design parfaitement inattendu, tout en gardant la pureté de l'esthétique japonaise. Afin de garantir l'intégrité de cette philosophie, si chère à Hiroshi Fujiwara, Fragment n'est composé que de 3 personnes, y compris lui-même. Et oui, une aussi puissante entreprise capable de faire bouger des foules pour une de ses collaborations compte moins d'employés que le petit magasin à côté de chez vous. Le 4e et dernier pilier de son pont vient d'être achevé, il ne reste plus qu'à poser le tablier, et le pont culturel d'Hiroshi Fujiwara sera enfin terminé. « 2009. Le téléphone sonne chez Fragment Design. Au bout du fil, Nike. Le message est clair. On veut collaborer. Mais pourquoi Nike, géant américain du streetwear, appelle-t-il un designer japonais ? Parce que Nike a compris, le streetwear a changé et les consommateurs veulent maintenant de la subtilité et de l'authenticité. Et pour ça, personne n'est meilleur que Fujiwara. Mais Nike avait déjà une longueur d'avance pour décrocher une collaboration avec Fragment Design. Car oui, l'entreprise n'appose pas son sceau sur n'importe quel produit, comme on pourrait le penser, mais bien sur ceux valant la peine de s'y intéresser. Fujiwara était en effet déjà en contact avec la marque aux swoosh depuis quelques années, puisqu'il intervenait parfois en tant que consultant auprès de son PDG, Mark Parker. À la suite de quoi, Parker lui proposera un projet en 2002, juste avant le lancement de Fragment Design. Un projet composé à la fois d'Hiroshi Fujiwara, de Tinker Hatfield, le légendaire designer à l'origine d'une montagne de sneakers iconiques chez Nike, et Mark Parker. HTM. Ce projet sera à l'origine de 32 produits allant d'actualisation visuelle de produits existants au lancement de nouvelles technologies comme le Flyknit par exemple. Une collaboration s'étalant sur une dizaine d'années tout de même, qui revisitera notamment la mythique Air Force One avec un cuir premium et une esthétique épurée à la japonaise, mais lancera aussi des paires comme les Sock Dart ou les Flyknit Racer. S'ensuivra pour Nike et Hiroshi Fujiwara avec son label Fragment Design, une longue histoire d'amour qui dure encore aujourd'hui. Un amour provoquant dans le monde du streetwear un véritable effet domino. Le succès de Fragment Design ne se fait pas attendre, il est immédiat. Tout le monde veut collaborer et je ne pourrais pas énumérer l'entièreté des marques s'étant associées au maître durant ces dernières années, sinon la vidéo durerait des heures.
Je vous laisse donc mettre en pause la vidéo quand vous le souhaitez pour observer ces magnifiques pièces de design, toutes plus réussies les unes que les autres. Des produits allant des sneakers aux vêtements en passant par les voitures, le mobilier ou les accessoires. Je pense qu'il n'y a pas une chose qui ne pourrait pas être touchée par Fujiwara sans devenir une pièce iconique. Ce chaman du style a réussi à créer une esthétique unique et si précise qu'elle n'a pas besoin d'artifices superflus pour créer des choses nouvelles et magnifiques. Le tablier enfin posé, le pont entre streetwear occidental et culture japonaise qu'Hiroshi Fujiwara a mis des dizaines d'années à construire est enfin terminé. Mais le test final arrive bientôt. Car construire un pont c'est bien, mais prouver qu'il peut supporter le poids d'une nouvelle génération, c'est autre chose. Tout au long de sa carrière, le maître n'a jamais gardé ses secrets pour lui. Généreux, il a formé et accompagné de jeunes créatifs dans la construction de leurs propres univers. Jun Takahashi avec Undercover, Nigo avec Bape, mais ils sont loin d'être les seuls à avoir traversé le pont jeté par le parrain. L'influence directe tout d'abord. Tetsu Nishiyama, ancien bras droit chez Goodenough, fondera WTAPS en perpétuant cette esthétique militaire streetwear. Takeshi Ozumi créera Phenomenon, directement nourri par les codes de Goodenough. Toby Feltwell développera chez Neighborhood cette approche biker streetwear puisant dans l'ADN établi par Fujiwara dès les années 90. Puis viennent ceux qui ont digéré sa méthode. Chitose Abe pour Sakai, le layering, ce mélange entre streetwear et couture, c'est du Fujiwara sublimé. Yuta Hosokawa avec Ready Made pousse l'upcycling à la déconstruction de pièces militaires, écho direct aux premières expérimentations d'Hiroshi. Même approche chez Daiki Suzuki d'Engineered Garment qui réinterprète le workwear avec cette même sensibilité fonctionnelle et conceptuelle. Son héritage traverse même les océans. Virgil Abloh citait régulièrement Fujiwara comme une référence majeure, notamment pour son approche des collaborations avec Nike. Petite anecdote d'ailleurs, avant que Virgil soit choisi pour la collection The Ten, Fujiwara avait proposé quelques designs. Jerry Lorenzo avec Fear of God reprend ce minimalisme stratégique. Ronnie Fieg et Kiss, son modèle de lifestyle brand, découlent directement des innovations de Fujiwara. Samuel Ross de Cold Wall puise dans cette vision industrielle et conceptuelle du streetwear. Et même la haute couture s'incline. Kim Jones injecte du Fujiwara dans ses collections Dior Men, mélangeant streetwear et luxe comme personne ne l'avait fait avant. Rei Kawakubo chez Comme des Garçons, Yohji Yamamoto avec Y3 pour Adidas, Hiroshi Tsuboshi chez Visvim. Tous portent en eux cette vision hybride initiée par Hiroshi. Une génération entière de créateurs façonnés par le parrain, qui aujourd'hui forment la génération suivante, et ainsi de suite. De nos jours, Hiroshi Fujiwara est partout et nulle part. Ses influences se retrouvent dans presque chaque collection streetwear, mais lui reste dans l'ombre. Pour Hiroshi, le succès ce n'est pas d'être vu, c'est d'avoir créé quelque chose de permanent. Encore de nos jours, il continue de produire de la musique, d'organiser des pop-up stores et de multiplier les collabs. Hiroshi Fujiwara n'a pas simplement créé des vêtements, il a créé un pont entre l'Orient et l'Occident, entre la culture qui était et celle qui devait naître. Et ce pont aujourd'hui, des millions de personnes l'empruntent chaque jour, sans même le réaliser. Le vrai génie de Fujiwara, ce n'est pas d'avoir créé Fragment Design. Le vrai génie, c'est d'avoir rendu ce pont invisible, tellement intégré à notre culture qu'on ne le voit même plus. 2 éclairs encerclés, c'est tout ce qu'il a laissé comme signature. Mais derrière ces 2 éclairs, l'histoire du pont le plus important jamais construit dans l'histoire de la mode. Un pont qui ne s'effondrera jamais, car il n'est pas fait de pierre ou de béton, il est fait de culture, d'inspiration et de transmission. Et tant qu'il y aura des créateurs pour traverser ce pont, tant qu'il y aura des rêveurs pour oser mélanger les cultures, l'héritage d'Hiroshi Fujiwara vivra. Alors la prochaine fois que vous verrez ces 2 éclairs, rappelez-vous-en, ce n'est pas juste un logo, c'est la preuve qu'un homme armé simplement de sa vision et de sa passion peut changer le monde. Fragment by fragment, pierre après pierre. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas pour moi c'était très important de vous faire découvrir les travaux de cet homme qui me passionne depuis des années.
Si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes mes sources en description. Je vous invite aussi à regarder les différentes interviews qu'il a pu faire, ça vous en apprendra un petit peu plus sur le personnage. En attendant, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo pour m'aider et partager un maximum la vision de cet homme que l'on nomme le parrain du streetwear.